Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de changement global et d'adaptation des espèces. Donc dans un premier temps, je vous définirai ce qu'est le changement global et ensuite on verra deux types d'adaptation potentielles, une adaptation sans modification génétique et une adaptation avec modification génétique. Je vous conseille en fait concernant ce sujet d'aller consulter l'encyclopédie-environnement.org faite notamment par l'université de Grenoble et sur ce sujet ou sur d'autres sujets concernant l'environnement, vous y trouverez vraiment plein de ressources très très intéressantes. Alors définissons d'abord le changement global. Alors, le changement global qu'on observe sur notre planète, moi je vais vous demander de retenir 6 points. 6 points au niveau de ce changement global. Le premier point, c'est l'altération des habitats, avec le morcellement des habitats, la déstructuration des habitats, donc au final, une modification des écosystèmes et de la biodiversité. Le deuxième point, c'est la pollution de l'air, de l'eau et du sol qui va interagir sur nos écosystèmes. Troisième point, c'est la surexploitation des ressources qui va aussi interagir sur les écosystèmes. Et on pourrait citer par exemple l'assèchement de zones humides, avec l'exploitation trop importante en termes d'eau. Vous pourrez vous reporter par exemple au fleuve du Colorado et regarder un petit peu ce qu'il en est de son estuaire. Deux autres éléments vont nous intéresser au niveau de pour définir ce changement global, c'est la notion d'espèce invasive, c'est-à-dire d'une planète qui au final n'a plus ces grands espaces frontières que sont les océans, les hautes montagnes, pour limiter le passage d'organismes d'un endroit à l'autre, puisque l'homme a trimballé les espèces un petit peu partout sur la planète. Or, ces espèces invasives vont interagir aussi sur l'équilibre des écosystèmes. Cinquième élément, du coup, qui résulte au final de ce qu'on a vu précédemment, c'est la chute de la biodiversité. En se souvenant que chaque espèce dans un écosystème, que je représente ici par une toile d'araignée, va avoir son rôle. Certaines espèces, si je les enlève, vont engendrer l'effondrement de notre toile, de notre écosystème. C'est ce qu'on avait appelé les espèces clés de voûte. Vous pourrez revenir là-dessus sur l'une des vidéos consacrées à la notion d'écosystème. Et puis, on va rajouter un sixième élément pour définir ce changement global, c'est le dérèglement climatique. Alors pour définir le dérèglement climatique, je vais à nouveau prendre 6 points et je rajouterai un septième point à la fin. Les 6 points sont les suivants. D'abord, premier point, c'est une augmentation des gaz à effet de serre, dont le CO2, qui va engendrer, deuxième point, une augmentation de température. Ce qui engendre, troisième point, une diminution des glaces sur notre planète et donc, quatrième point, une augmentation du niveau de la mer. Puisqu'on a une augmentation de température, on va aussi avoir, cinquième point, plus d'eau en fait qui va s'évaporer. Donc on va avoir une augmentation à la fois des zones désertiques et puis on va avoir du fait d'une augmentation de l'évaporation des eaux des océans notamment, un sixième point qui va être une augmentation des inondations, des tempêtes, des cyclones, des canicules. Et je vais rajouter un septième point à tout ça, c'est l'acidification des océans. Donc voilà pour ce qui est de la définition du changement global et du changement climatique. Bien sûr, il faudrait aller détailler chacun de ces points pour en comprendre les liens et puis pour en comprendre les tenants et aboutissants. Donc nous allons nous poser la question suivante. Vu que ce changement global est extrêmement rapide et brutal, est-ce que les espèces vont pouvoir réagir, vont pouvoir s'adapter? Et nous prendrons l'exemple des oiseaux. Donc notre effet de serre nous permet d'avoir une planète qui est suffisamment chaude pour permettre la vie. Donc elle était à 15 degrés en moyenne et puis progressivement on a une augmentation. Quand va-t-on atteindre les 16,5 degrés, les 17 degrés, voire aller au-delà? Et est-ce que nos espèces vont du coup être capables de s'adapter à toutes ces variations brutales? Donc ça veut dire que nos espèces vont devoir aller à la traque de l'habitat. Donc elles vont se déplacer. On constate que les espèces ont tendance dans l'hémisphère nord à remonter vers le nord, à suivre en fait l'évolution des températures de ce qu'on appelle donc l'enveloppe thermique,
pour trouver des températures qui leur conviennent, puisque la température, c'est vraiment un caractère clé dans la physiologie de chaque individu, donc au final, dans l'équilibre de chaque population. Donc il faut suivre l'enveloppe thermique. Ça serait ça la solution. Seulement, ce n'est pas toujours aussi simple que ça, suivre l'enveloppe thermique. Prenons les espèces du froid. Donc voici nos espèces du froid qui vont suivre l'enveloppe thermique. Donc elles vont remonter au niveau des montagnes de plus en plus haut, mais il y a un moment, elles seront obligées de s'éteindre. Et on aura une extinction des espèces puisque la température ne leur conviendra plus. Et globalement, cette recherche de l'habitat ne suffira pas à s'adapter. Au niveau des zones polaires, c'est la même chose, bien entendu. Il y a un moment où il n'y aura plus de possibilité de rechercher des températures un petit peu plus fraîches. Alors, est-ce que les espèces migratrices, elles, vont échapper à cette difficulté? Puisque, vu qu'elles sont capables de migrer, elles vont bien trouver quelque part sur la planète une zone qui leur conviendra. Bon, n'oublions pas que les espèces, quand elles migrent, elles vont avoir besoin de ressources qu'elles vont aller rechercher en s'arrêtant ici et là. Et globalement, le problème de morcellement de l'habitat et de déstructuration des habitats rend plus difficile cette recherche de ressources. Donc déjà, les migrations, elles sont de plus en plus compliquées à réaliser. Et puis deuxième point, imaginons ici une fauvette qui migre, et puis du fait de la variation de température, qui doit changer de zone de distribution, représentée par la flèche, avec un delta entre les deux de 500 km. On peut se dire 500 km, c'est pas grand-chose, puisqu'elle a déjà fait beaucoup de kilomètres. Mais ces 500 km, on est bien d'accord, il va y avoir un coût énergétique. Imaginons que ce coût énergétique est de plus 10%. Ça veut dire que mon animal va devoir trouver plus de nourriture et doit être capable aussi de stocker cette nourriture. Ça veut dire qu'elle va devoir changer. Que globalement, par rapport au caractère qu'elle a classiquement, en termes de recherche de nourriture, en termes de capacité de stockage, il va lui falloir pouvoir avoir ces 10% supplémentaires. Donc il y a une nécessité, on dit, de plasticité phénotypique, c'est-à-dire sans modification génétique, de s'adapter à ce besoin. Donc la plasticité phénotypique. Ou alors, mais là ça va demander plus de temps, il faudrait qu'il y ait des micro-évolutions génétiques, donc avec modification des gènes. Donc le premier immédiat, le deuxième est plus long. Et puis repose sur le hasard, on en reparlera dans une deuxième vidéo. Dans cette première vidéo, on va rester sur la partie plasticité phénotypique. Donc intéressons-nous maintenant, dans la fin de cette vidéo et dans la vidéo suivante, à cette capacité d'adaptation de notre organisme, au-delà simplement d'un simple déplacement des espèces vers le nord, puisqu'on voit que ça n'y suffit pas. Donc, deux solutions, je vous ai dit les microévolutions génétiques, donc ça c'est sur du plus long terme, on reviendra dessus, hasard et long terme, et nous aujourd'hui donc la plasticité phénotypique, une réponse immédiate de chaque individu à une variation particulière de l'environnement. Donc chaque individu va avoir sur telle ou telle composante physiologique un certain niveau de caractère. Chaque caractère va s'exprimer au final dans, non pas, c'est pas un caractère qui est totalement constant, mais on a une marge de variation qu'on appelle la plasticité. Donc je peux exprimer ce caractère entre un seuil supérieur et un seuil inférieur. Donc m'adapter en quelque sorte à quelques variations de l'environnement. Mais est-ce que cette plasticité est suffisante? Alors, plasticité, c'est avec un I, hein, c'est pas avec un Y. Est-ce que c'est suffisant? Eh bien, on va en discuter maintenant. Alors, imaginons par exemple la plasticité d'oiseaux sur le temps de ponte. Ça veut dire que chaque individu va avoir la capacité de pondre à un moment donné, mais bien sûr qu'il est capable de s'adapter à quelques variations
notamment en fonction de la température du début de printemps, il va décaler son moment de ponte de quelques jours. C'est ce qu'on va appeler sa plasticité, ici phénotypique. Donc je retiens quoi? Que chaque caractère peut s'exprimer dans une marge avec une certaine variabilité, donc une certaine plasticité, et que c'est une réponse immédiate sans modification génétique. Prenons l'exemple d'une mésange charbonnière. Donc, pour les oiseaux, classiquement, pour réguler leur période de ponte, ils vont être sensibles à des signaux du milieu. Ces signaux vont informer les oiseaux sur le pic de nourriture à venir. Donc, les oiseaux vont adapter leur ponte à ce type de nourriture à venir, puisque ce pic est très important pour pouvoir nourrir leurs petits. Donc ici, on a bien une notion de plasticité phénotypique. Donc je le redis, sans changement de gène, réponse immédiate en s'adaptant à quelques variations de l'environnement. Mais seulement ça ne marche pas toujours. Prenons l'exemple de la mésange, revenons sur l'exemple de la mésange. Eh bien, sur l'exemple de la mésange, ici, elle va être sensible à quel signal? Au bourgeonnement des bouleaux. En fonction du bourgeonnement des bouleaux, elle va adapter sa période de ponte. Et puis elle, qu'est-ce qu'elle adore dévorer? Eh bien, une chenille du chêne. La chenille du chêne, elle est sensible à quoi? Elle est sensible au bourgeonnement du chêne. Et donc on va voir la population de chenilles, le pic de population de chenilles, évoluer en fonction du moment du bourgeonnement des chênes. Donc on va avoir à nouveau aussi une plasticité phénotypique concernant la chenille. Donc si j'ai une variation de température, en fonction de cette variation, je m'aperçois qu'au final, la réponse du bouleau est différente de celle du chêne. Et donc, je vais me retrouver avec une situation assez désastreuse pour notre mésange, c'est qu'elle aura adapté sa ponte non pas au chêne, mais au bouleau. Or, sa nutrition dépend du chêne. Donc, on aura une désynchronisation entre la ponte et puis le pic de nourriture. Donc, on en arrive au fait suivant, c'est que la période de ponte, au final, va déclencher, enfin va être forcément non adaptée parce que on va se retrouver avec une période d'élevage qui se fera à un moment où on n'aura pas le pic de chenille. Donc notre mésange ici ne pourra pas permettre la survie de ses petits. Donc la plasticité phénotypique ne permet pas systématiquement de répondre, loin de là, à des variations environnementales. Donc on constate que ni le déplacement des espèces, ni la plasticité génétique ne permettra à toutes les espèces de s'adapter. Certaines sans doute, d'autres non. Maintenant, il faut qu'on se pose la question, est-ce que la génétique, est-ce que les microévolutions génétiques, est-ce qu'une microévolution génétique va pouvoir permettre à chacune des espèces de s'adapter aux changements actuels? Nous en reparlerons dans une deuxième vidéo. À très bientôt.